Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu de différent. Vous me connaissez beaucoup sur les réseaux sociaux pour mes activités en immobilier, pour mes investissements. Mais je pense aussi que le but de la vie n'est pas forcément simplement d'accumuler, mais de pouvoir redonner aux autres. Et aujourd'hui, j'ai voulu interviewer Maman Ogi qui est avec moi parce qu'elle dirige un orphelinat ici à Grand-Bassam qui s'appelle EMSF. Je voulais vous partager son histoire, vous partager sa vision et surtout vous permettre de voir de l'intérieur ce qu'on est en mesure de réaliser quand on veut vraiment redonner aux autres. Maman Ogi, merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on puisse d'abord vous présenter un peu à mon audience et ensuite présenter ce que vous faites et parler un peu au quotidien de qu'est-ce que c'est que gérer un orphelinat. Mais d'abord, Maman Ogi, est-ce que vous savez nous dire en quelques mots qui vous êtes, d'où vous venez et c'est quoi votre histoire? Oui. Moi, on m'appelle communément Maman Ogi, mais je suis pasteur Augustine Ouagamale. Je suis de la famille Balu, je suis centrafricaine et je suis basée en Côte d'Ivoire. Et ici, l'heure était arrivée que je commence une ONG. Cette ONG qui a son orphelinat qui s'appelle Le Prince et l'ONG s'appelle Enfance meurtrie sans frontières. D'accord. Vous êtes, si je ne me trompe pas, centrafricaine. Qu'est-ce que vous avez fait par le passé avant d'être là où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est quoi votre histoire, votre parcours professionnel? Moi, j'ai fait l'école normale supérieure pour être professeur de lettres. D'accord. Et pendant mon parcours, vers la fin de mes années de l'école normale supérieure, l'un de mes profs m'a conseillé de passer un concours parce qu'il sentait que je pouvais réussir. Et quand j'ai fait le concours, j'ai accepté de faire le concours parce que mon père était d'un certain âge et j'ai accepté de faire le concours pour travailler, aider mes petits frères et sœurs à continuer leurs études. Donc, après ça, quand j'ai fait le concours, j'étais hôtesse de l'air pendant 21 ans. Et pendant mon parcours d'hôtesse de l'air, j'ai rencontré le Seigneur dans l'avion par le pasteur Jean-Louis Jaillet. Et là, je me suis donnée à fond dans l'évangélisation et puis dans le réveil dans un pays qui était pratiquement hostile à l'évangile. Et après la fin de mon travail, parce que la compagnie a fait faillite, j'ai choisi de réaliser ce travail humanitaire parce que j'en avais le rêve depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Je suis arrivée en Côte d'Ivoire parce que d'abord, étant hôtesse de l'air, j'étais basée à Brazzaville. D'accord. Et il y avait guerre à Brazzaville et le PDG de l'époque était un Français, Roland Bieka. Il a choisi d'envoyer les navigants, tous ceux qui sont stewards et hôtesses de l'air. Et il a demandé à ce qu'on choisisse d'être soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Et mon mari et moi, on a choisi d'être en Côte d'Ivoire. Ok, je comprends. Et donc, comment est-ce que vous en arrivez à créer EMSF? Oui, c'est un rêve d'enfance parce que j'aimais beaucoup assister les gens, mais surtout mes parents étaient orphelins. Quand ils étaient orphelins, mon père il a eu beaucoup de peine à s'en sortir et quelque part il est allé se faire aider, mais il n'a pas pu avoir l'opportunité d'aller à l'école. C'était son rêve, aller à l'école. Il n'a pas pu. Alors il a choisi de manière vraiment pertinente, il avait de la détermination. Il allait pêcher du poisson comme jeune garçon. Il attendait ceux qui revenaient de l'école et il troquait le poisson braisé contre les lettres alphabétiques. Et j'ai vu que c'était très, très courageux de sa part. Il nous le racontait tout le temps et ça m'avait touchée. Et un jour, en nous lisant la parole de Dieu les après-midi, un jour comme ça, mes sœurs et mes frères n'étaient pas là. J'étais avec lui à deux. Et quand il a raconté l'histoire, il était pris d'émotion ce jour-là. Il a versé une larme que j'ai essuyée avec ma petite main en lui promettant que tôt ou tard, qu'il soit vivant ou mort, je vais créer un orphelinat. Et que l'orphelinat ne sera pas qu'un simple orphelinat ou un rassemblement de plusieurs enfants malheureux et puis on met des nattes par terre et tout ça. Je ne voulais pas ça. Je voulais créer une famille à des enfants désemparés, abandonnés, marginalisés,
qui ont perdu tout espoir en pensant que leur potentialité était enterrée. Je voulais réveiller des potentialités chez des enfants. C'était ma passion. Voir quelque chose qui est presque fini et en faire une merveille. C'est ce que j'ai voulu faire. Mes moyens sont peu, mais j'ai de l'espoir et j'ai beaucoup de passion pour ça. C'est intéressant parce que là, vous avez créé un orphelinat. Actuellement, il y a à peu près combien de personnes dans cet orphelinat au quotidien, en moyenne? Oui, la capacité de l'orphelinat, c'est pour 40 enfants. 40 enfants. Et on a laissé 10 places pour des enfants en transit lorsque ça doit être 50. Les enfants en transit, ce sont des enfants que d'autres ONG qui n'ont pas le même objectif que nous. S'ils n'ont pas d'endroit pour placer des enfants qui sont victimes, par exemple, de mariage précoce et qui ont fui, ou des enfants victimes de violences qui ont fui, ou des enfants qui sont victimes de maltraitance et tout ça, ou de viol, il y a des ONG qui s'en occupent, mais ils n'ont pas de lieu pour les loger. Alors nous, on garde 10 places permanemment pour que ces ONG puissent mettre les enfants. La durée est de 1 jour à 3 mois. Et ces enfants sont à notre disposition. Et les 40 enfants sont des enfants que l'EMSF pense être capable de prendre en charge par son orphelinat Le Prince. 40 enfants, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas avoir la prétention de tout faire et de mal faire. Nous avons choisi peu d'enfants et de voir l'impact de notre travail sur les enfants et voir la statistique des enfants qui sont capables de sortir de la détresse à l'allégresse et à l'élévation. C'est surtout. C'est très beau. Et ce que vous dites là, parce que ça permet de réaliser que pour vous, c'est pas juste de les accueillir, mais c'est aussi de leur donner un avenir. On a eu une conversation un peu avant où est-ce que vous nous expliquiez un peu les services que vous apportez à ces enfants. Est-ce que vous sauriez nous décrire brièvement qu'est-ce que vous faites pour ces enfants au quotidien? Quand un enfant arrive à EMSF, qu'est-ce qu'il reçoit de la part de EMSF? Ok. Nous avons 3 domaines d'intervention très importants. Le premier domaine, c'est la protection de l'enfant. Ça veut dire donner droit à l'enfant, le droit de vivre, le droit d'exister, le droit d'être entouré, le droit d'être conseillé. Et aussi, le deuxième domaine, c'est l'éducation. Moi, je pense que tout le marasme que nous avons dans la vie aujourd'hui, ça va du fait qu'il n'y ait pas d'éducation ni d'orientation. Les enfants ne peuvent pas être éduqués qu'à l'école. Il leur faut une base familiale. Et moi, j'ai créé cette base familiale pour eux, pour les orienter, les diriger, coordonner leur vie et aussi les enseigner. Parce que, bon, en tant que chrétienne, moi, je pense que on dit que la parole, elle est faite d'abord pour convaincre. Il faut arriver à convaincre l'enfant. On le convainc par notre comportement. Ce n'est pas le fait de parler à un enfant qui change un enfant, mais il faut que l'enfant soit capable de voir que entre ce que nous disons et comment nous nous comportons, il y a une harmonie. Donc, il faut le convaincre, il faut l'enseigner, il faut aussi le corriger parce que l'enfant, il a le droit d'être un enfant, il a droit à ses erreurs, il a droit à tout. On ne va pas dire parce qu'on lui donne à manger, il ne doit pas faire d'erreurs. Il n'est qu'un enfant et nous avons envie aussi d'apprendre à travers eux. Peut-être des choses qu'on n'a pas pu maîtriser quand on était enfant, mais on observe l'enfant et on sent que dans ses erreurs, il n'est pas moins intelligent. Donc, l'enseigner, le corriger et puis aussi l'emmener à des vertus, à comprendre de belles choses et savoir le rendre aussi plus tard. Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On donne, mais on veut aussi que quand ils reçoivent, qu'ils donnent un jour à d'autres personnes. Nous n'attendons pas d'eux qu'ils nous le rendent, mais nous attendons d'eux qu'ils soient autonomes, qu'ils soient des enfants normaux, décomplexés, capables d'arriver quelque part. Le dernier domaine, c'est la santé. Et ici, il y a un souci pour nous parce qu'on aurait voulu avoir un centre médical où non seulement on allait s'occuper de nos enfants, mais aussi s'occuper des enfants socialement qui n'ont pas de moyens, où les parents n'ont pas les moyens, mais les aider aussi, contribuer pour leur santé. Mais comme on n'en a pas, alors on a une petite infirmerie pour les besoins de premier secours pour les enfants. Et aussi, on travaille avec une clinique à côté pour
pour aider les enfants pour les consultations, puisqu'on n'a pas d'assurance maladie. Alors, je réitère pour dire que nous avons 3 domaines importants: protéger l'enfant, éduquer l'enfant et s'occuper de sa santé. Du coup, l'idée, c'est de leur offrir un endroit où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, leur offrir une éducation pour leur permettre de continuer à vivre, avoir une vie normale, être épanouis et s'intégrer dans la société. Une société qui, pour certains, leur avait dit qu'ils n'avaient plus d'avenir, qu'ils étaient terminés. Et ensuite, derrière, leur aussi apporter la santé qui est nécessaire pour évoluer. Bah, ce qui serait intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils comprennent à quoi ça ressemble au quotidien, toutes ces activités dans cet orphelinat. Et au quotidien, à quoi ça correspond? Au quotidien, un enfant a besoin d'être entouré et préparé pour l'avenir, parce que après le portail de l'orphelinat Le Prince, il va être appelé à affronter la société. Alors, le quotidien, c'est qu'un enfant qui se lève, il a besoin de se sentir propre, il a besoin de dresser son lit, d'arranger son placard, de se brosser les dents et de commencer les activités au sein de l'orphelinat. En groupe, ils sont préparés à balayer, à arranger les lieux, à faire la vaisselle. On ne met pas de machine à laver pour la vaisselle, juste peut-être pour le linge, mais pour le linge qui est lourd, que les petits ne peuvent pas laver. Mais ils doivent apprendre à laver leurs vêtements, ils doivent apprendre à se tenir, à avoir de l'hygiène, à être propre. Et puis, on se bat pour rendre les lieux propres également, pour une bonne hygiène, pour leur santé, sachant que nous n'avons pas assez de moyens pour l'assurance maladie. Alors, on met l'accent sur le manger. Alors, quand ils sortent le matin et qu'ils ont fini de faire leurs activités, ils se lavent, ils ont le petit déjeuner, et puis après ça, ils vont à l'école. Après, ils reviennent de l'école, ils se lavent, et puis ils vont manger aussi, et puis ils regardent s'il y a quelque chose à faire sous le regard des moniteurs et des encadreurs. Intéressant. Et oui, voilà. Et puis ils repartent encore à l'école pour les primériens, et les autres qui ne vont pas à l'école commencent les études. On a mis même une petite salle d'informatique pour les enfants qui doivent faire des recherches et tout. Donc, leur quotidien, c'est constamment travailler, étudier, mais ils ont des droits. Ils doivent manger. Et ça, c'est notre responsabilité. notre responsabilité. Ils doivent manger correctement. Ils doivent avoir du savon, avoir tous les produits d'hygiène nécessaires pour être à l'aise, avoir des fournitures pour l'école, avoir des vêtements et puis des chaussures. Nous devons nous appliquer à en avoir. C'est pas simple, mais on le fait. Quelque chose qui m'a frappé quand je faisais le tour tout à l'heure, c'est justement d'avoir croisé des anciens, parce que vous les gardez entre 5 ans, je pense, entre 5 ans jusqu'à 18 ans. Et après ça, légalement, il y a une obligation pour eux de sortir de l'orphelinat. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en avait qui avaient fini leur cursus avec vous et qui revenaient quand même pour redonner à la communauté, redonner aux plus jeunes. Et ça me parle beaucoup, parce que ça veut dire que quelque part, ils ont été heureux du cheminement qu'ils ont eu ici. Quelque part, ça veut aussi dire que vous ne les abandonnez pas une fois qu'ils ont fini leur parcours ici. Et quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a un peu ce besoin de redonner à ceux qui leur ont donné. Comment vous expliquez? J'aimerais qu'on puisse partager peut-être avec notre audience un exemple de à quoi ça ressemble un enfant qui sort de MSF, si on sait parler en termes de prénoms, de personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comprennent le parcours de quelques-uns, pour que ceux qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas juste un hébergement, mais on crée les générations de demain, des générations qui étaient perdues, en qui personne ne croyait, à qui on a dit que tout était terminé. On leur redonne un espoir, mais j'aimerais que notre audience puisse comprendre concrètement à quoi ça ressemble, et encore mieux, Maman Ogui, à qui ça ressemble? Bon, moi, je pense que d'abord, quand on demande à un enfant en Afrique de sortir de la maison à 18 ans, en tant que maman que je suis, ça a le goût de l'inachevé. On sent le goût de l'inachevé. On n'a pas fini de tout donner. On n'a pas eu l'enfant à la naissance, parce que nous, on n'est pas une pouponnière. Donc, on reçoit les enfants à partir de 5 ans. Pour certains qui viennent à 8 ans, ils sont déjà un peu forgés. Déjà 7 ans,
un enfant a des capacités, déjà, on a comme l'impression qu'il y a une adolescence en miniature. Mais ces enfants ont besoin d'être enseignés. Mais quand l'enfant atteint 18 ans, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup trop d'années avec lui. Et s'il doit sortir, ça a le goût de l'inachevé. Alors nous, on a conçu de pouvoir garder ces enfants, offrir une autre possibilité. Alors cette possibilité, c'est de leur prendre une maison ailleurs et puis leur offrir ça comme un foyer de jeunes où ils sont là-bas, ils continuent leur cursus scolaire à l'université. Beaucoup sont à l'université. Et avec de très beaux diplômes, nous en sommes très, très honorés. Donnez-moi un exemple d'un enfant, son nom, où est-ce qu'il est aujourd'hui, et il y à a- quel âge il est entré, à quel âge il est sorti, et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il y a Jean-Baptiste, il est arrivé à 7 ans. Aujourd'hui, il est ingénieur agronome. Wow. J'en suis tellement fière. Mais il a des capacités comme ici. Chaque enfant doit apprendre un métier manuel. Donc, lui, il dirige tout ce qui est de la peinture, de la menuiserie. C'est lui que tu as vu dans la salle en D'accord. train d'aider ses frères Parfait. pour faire le dressing parce qu'on veut de l'ordre. Quand les gens viennent nous visiter, ce qu'ils voient là-bas, c'est ce qu'ils verront dans les chambres. Donc, il y a beaucoup de ces enfants. Il y a un qui travaille à DHL, il s'appelle Philippe. Il s'est marié ici, là où nous Oh, sommes wow. assis. Et sa fille s'appelle Ogui, justement. Wow. Et puis, il revient ici. C'est lui qui vient pour aider aussi à faire répéter ses petits frères. Et c'est lui qui donne de l'argent pour le gaz, pour la cuisine. Wow. Et il y a Wow. Regina qui a fait ressources humaines et communication, qui envoie l'équivalent de 150 000 CFA par mois pour les ingrédients de la cuisine pour compléter. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie aujourd'hui, Regina? Aujourd'hui, elle a ouvert son commerce, elle a un magasin Wow. et elle est en train de continuer ses études. Elle a envie de faire son master et elle fait en cours du soir pendant qu'elle suit ses activités. Un beau magasin de vêtements d'enfants et de grandes personnes. Parfait. Qui d'autre, par exemple? Pour moi, c'est ça qui est touchant, c'est de voir les parcours de vie de ces personnes-là. Il y a Élisée, lui, il est en Master 2. Il a fait gestion commerciale et marketing. Donc, en ce moment, il a fait son stage à un endroit et on l'a embauché, mais il continue ses études pour le Master 2. Wow. Et il y a un autre qui a fait architecture, il s'appelle Siméon. Il y a un autre qui a fait finance et banque et il fait son stage à la CIB. Et puis, il y a un autre qui a fait finance et comptable qui est à Boaké. Et il y a d'autres encore il y a un qui a fait logistique aussi. Et il y en a beaucoup. Vous avez eu combien d'enfants sur les dernières années? Déjà, en quelle année ça a été créé? Puis, combien d'enfants vous avez eu depuis ce moment-là? Oui, l'ONG est née en 2002 et l'orphelinat en 2005. Donc, de 2005 à maintenant, je crois que l'année prochaine, on aura 20 ans. 20 ans de félicitations. vie à l'orphelinat. Merci beaucoup. Et combien d'enfants depuis? On a, depuis, pour tout Les rotations. circuit, les rotations, une centaine d'enfants. Wow, félicitations. Sans compter ceux que nous aidons sporadiquement dehors. Nous assistons aussi d'autres orphelinats et nous assistons d'autres orphelins qui ne sont pas dans les orphelinats. Et j'aimerais insister là-dessus pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en Afrique, quand un enfant perd ses parents, il est un peu considéré comme une malédiction. Et littéralement, sa vie, pas qu'elle s'arrête, mais on le considère comme étant exclu de la société, on le considère comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, on le considère comme quelqu'un qui n'est bon à rien. Et pouvoir prendre des gens que la société avait rejetés, parce qu'on a parlé des enfants orphelins, mais on parlera tout à l'heure des autres projets, que ce soit les femmes, les jeunes mères, que ce soit les enfants qui ont des difficultés avec la justice, que ce soit les personnes âgées qui sont isolées. Prendre des gens qui ont des traumatismes et les aider à avoir un avenir brillant comme ceux que vous venez de citer, pour moi, c'est vraiment ça la beauté de ce que vous faites. On en parlait tout à l'heure et je disais que le service que vous offrez, c'est vraiment d'amener la paix aux âmes, de réparer les âmes, de leur faire comprendre que leur vie ne s'arrête pas à leur passé, mais au contraire, c'est juste quelque chose sur lequel ils vont pouvoir bâtir leur futur. Un gros merci pour ça. Tout à l'heure, on parlait des opérations, une quarantaine de personnes, que ce soit des enfants, mais j'ai compris aussi qu'il y avait un personnel, il y avait des gens qui aidaient. À quoi ça ressemble l'organigramme de MSE? Combien en termes de, je ne vais pas dire employés parce que je crois qu'ils sont tous bénévoles aujourd'hui. Oui, ils sont tous des bénévoles.
Ils nous aident par exemple, à la direction de l'orphelinat. Il y a aussi des directeurs au niveau des autres foyers. Il y a les responsables des foyers, par exemple, les jeunes qui sont sortis, qui sont dans des foyers. Il y a des responsables aussi, mais entre eux. Mais ceux qui sont ici, ils sont tous bénévoles et c'est des volontaires, mais à long terme, ça peut être lourd. Donc, ils sont là pour aider. Les premiers qui étaient là n'ont pas été d'accord de continuer parce qu'ils voyaient plus l'argent. Ils viennent toujours en disant: On a le cœur, pour les enfants», mais devant les difficultés, ils disparaissent. Mais ceux-là, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec moi, ils sont volontaires. C'est des per diem que je peux arriver de temps en temps à leur donner si on en reçoit un peu plus, mais la priorité, c'est l'orphelinat, les enfants. Du coup, ça doit quand même être lourd en termes d'organisation et de gestion parce qu'on en parle quand même d'une petite ville. C'est comme une quarantaine de personnes qu'il faut nourrir, chez 4 repas par jour. Oui, Il faut aller chercher des courses, tout il à faut fait. récupérer des médicaments, il faut les soigner. Comment vous gérez les opérations quotidiennes avec autant de choses à faire? Oui, mais parce que, chacun a compris, nous faisons des réunions, on fait des briefings et puis on essaie de voir selon les besoins de l'orphelinat et de l'organisation. Il y a des directeurs, des co-directeurs, il y a également la logistique, il y a les mamans à la cuisine, il y a des personnes pour, les moniteurs pour suivre les enfants, il y a des monitrices pour le côté des filles et puis, il y a des filles qui travaillent pour, regarder également la propriété, superviser. Il y a des personnes pour, l'accueil des enfants et il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Mais maintenant, s'il faut aller chercher des vivres, c'est organisé par groupe. Il y a la supervision de la cuisine aussi, pour ne pas qu'il y ait du gaspillage aussi. Il y a la supervision au niveau du stock et il y a la supervision au niveau des magasins. Nous pouvons recevoir des vêtements, mais il y a des vêtements qui peuvent ne pas convenir aux enfants. Nous faisons encore un autre paquet. On va en mission à l'intérieur. On donne à ceux qui sont dans le besoin. Et puis, on donne des kits alimentaires que nous avons reçus en surplus. Pour ne pas que ça soit périmé et que ça dérange et que ça soit un problème pour les enfants, nous préférons partager que de gaspiller ou de jeter. Donc, tout est organisé, mais on a besoin du matériel, roulant. On a besoin également de renforcement de capacité au niveau de la logistique et de tous ceux qui travaillent. Et puis, et c'est finalement la codirectrice que vous avez vue tout à l'heure, Henriette, il joue le rôle pour la comptabilité et tout. Nous sommes dans un besoin d'un vrai comptable qui ressorte les notes. De la même manière que nous travaillons de manière transparente, on aimerait aussi avoir quelqu'un qui nous aide dans la grande comptabilité pour que si nous recevons des choses, que les gens sachent comment ça a été dispatché et qu'est-ce qui a été fait, que, quelles sont les rubriques auxquelles on a affecté les sommes, ainsi de suite. Donc, C'est bien, parce que je tiens à préciser quelque chose pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet que vous avez parti en fonds propres. Vous avez financé avec partie de vos propres économies, que ce soit les loyers, les dépenses d'opération, les gardiens qu'on peut vous permettre d'en offrir aux gens. Aujourd'hui, j'ai vu un peu la taille de vos opérations. Je trouve que c'est quand même extraordinaire ce que vous avez réussi à réaliser avec vos propres moyens. Il faut préciser que vous ne touchez pas de subvention d'appart pour hébergement. Donc aujourd'hui, vos sources de revenus qui vous permettent de maintenir cette activité-là, comment est-ce que vous financez ces opérations? alors, nous créons des petites activités génératrices de revenus. Des petits magasins, des petits fast-food, des petits restaurants. C'est pas très grand, mais c'est être dans l'esprit de vouloir être autonome, de ne pas commencer à chercher, à demander aux gens, mais commencer quelque chose par nous-mêmes. Comme ça, si les personnes voient aussi nos efforts, s'ils ont envie librement de nous aider, qu'ils puissent nous aider. Nous avons également certains pasteurs, des jeunes, peut-être je citerai même des noms qui nous ont aidés. Il y a Jean-Philippe qui avait créé une activité solidaire, mais aujourd'hui,
pour ça pousse des ailes, les ailes, en fait. Mais je donnerai le vrai nom tout à l'heure. Il y a aussi la fille du pasteur Reynaud qui avait commencé avec moi parce qu'on était cofondateurs. Moi, je suis pour l'Afrique, lui pour l'Europe et il est décédé. Et sa fille fait parfois des cagnots pour nous aider pour le loyer. Il y a un monsieur qui s'appelle Le Plan. On lui a donné la responsabilité comme ambassadeur de faire des recherches de fonds à l'extérieur pour nous aider. C'est minime, mais lui, par contre, il fait pour aider les jeunes qui étaient sortis avant avoir des projets pour s'autonomiser. Et puis, nous avons également des gens des églises qui nous aident, tels que les chérubins de l'église de Pierrefitte à Paris. Il y a le pasteur Salomon de la chapelle de Paris. Il y a des gens qui, les éléments, enfin, les membres des églises, de l'église de la chapelle de Paris, eux, ils parrainent les enfants. Ils parrainent les enfants. Et ils sont une vingtaine ou une trentaine à parrainer nos enfants ici. Et quand on parraine un enfant à hauteur de 50 euros, disons, il compte en 2000 ici, CFA, nous donnons 7 000 francs d'argent de poche pour l'enfant et tout le reste de l'argent rentre dans l'orphelinat pour les besoins. Et si l'enfant, pour son anniversaire, on va prendre dans cet argent de parrainage pour lui. S'il y a un besoin particulier, son anniversaire ou une fête quelconque ou quelque chose qui est demandé à son école, on prend dans son argent. Mais tout l'argent est rassemblé pour répondre aux besoins de l'orphelinat. Mais ce qu'on prend dedans, c'est ce que je viens de citer. Donc là, vous avez cité quelques personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous voulez prendre le temps de remercier? C'est aussi l'occasion, actuellement, le contenu, de remercier toutes ces personnes qui vous ont aidé au fil des années. On ne pourra pas citer tout le monde, je ne sais pas d'en oublier, mais forcément, la mémoire humaine est ce qu'elle est. Est-ce que là, vous savez nous citer quelques personnes qui vous ont aidé à différents niveaux? Le but étant de les remercier aussi à travers ce... Je voudrais dire un grand merci au docteur Akkar qui, pendant 10 années en arrière, nous avait aidés à payer le loyer. Maintenant, il est à la retraite, il ne peut pas le faire. Et je voudrais remercier également le couple Oble qui sont de l'église Vase d'Honneur, le pasteur Charles Arthur de Vase d'Honneur Fraîcheville qui nous a toujours aidés, mes nièces à moi, Dani, Indira et tout le monde, Tanguy, son mari, ainsi que ma sœur Lucienne, qui ont toujours eu un cœur parce que mes nièces sont orphelines et elles ont compris qu'elles auraient pu être dans la même situation et elles se sont engagées à m'aider. Je les en remercie beaucoup parce qu'elles n'étaient pas obligées. Et je voudrais aussi remercier particulièrement des personnes que je n'ai pas citées nommément, mais qui viennent toujours ici avec de l'aide, soit en vivre, soit en non-vivre, ou quelquefois en finance. Je voudrais vraiment les remercier. Et surtout la sœur Annie et son mari qui sont à Dabou, qui apportent leur offrande ici pour l'orphelinat. Je voudrais leur dire un grand merci. Merci également à toi, Uriel, de venir me donner cette opportunité d'exprimer ce que tout le monde ne peut pas toujours voir. Le côté de l'iceberg, c'est qu'il faut du courage et de la volonté, de l'abnégation, de la détermination, de l'espérance, parce que c'est quelque chose où tu vis au jour le jour. Tu n'as pas un budget vraiment euh, complet qui te permette d'organiser. On peut faire un budget prévisionnel, mais on n'a pas ça, on met. Mais tous les jours, nous devons nous battre à travers nos activités pour essayer de répondre à ces besoins. Je voudrais aussi remercier tout le personnel de Enfance Meurtrie sans frontières. C'est un travail qui ne peut pas se faire seul. Il faut avoir la reconnaissance de savoir qu'une équipe, c'est une équipe. Tout le monde, nous sommes tous complémentaires. Chacun est important. Ils ont beaucoup apporté parce que je ne pouvais pas faire ce travail sans eux. Je sais aussi que si on devait compter sur l'argent, je pense que je n'aurais personne avec moi, mais c'est leur cœur qui travaille, c'est leur cœur qui donne et je voudrais les remercier pour toutes ces années. Je remercie également mes enfants qui n'ont jamais voulu combattre ce travail parce que je les prive parfois de ma présence, de mon temps, mais ils sont toujours là, elles sont des filles, elles sont toujours là et leur mari avec pour dire, maman, nous te soutenons. Je veux remercier les églises.
Je veux remercier le pasteur Atta, le pasteur Bernard. Je voudrais remercier le pasteur Guy Roland. Je voudrais remercier toutes ces personnes que vraiment je n'ai pas citées, mais il y aura une autre occasion par Uriel pour que je vous cite, messager, que je vous aime, maman Chantal, Chantal Kelly. Je voudrais vous remercier encore, Nathalie, et toutes ces personnes qui font toujours un jet. Olga, avec les chérubins, Rita, Guéna, Georgette, Georgia et Betty. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à l'équipe de Uriel aussi. Merci. Merci à Tanguy, à toutes mes petites filles, mes petits-fils. Je vous salue tous et je vous remercie. On attend le bébé. Pour la petite information, j'appelle maman Oki parce que vous êtes là, la tante de Tanguy qui se trouvait pour ma femme. Et pratiquement ce qu'il a aussi élevé quand elle était petite. Ma femme est orpheline, comme vous l'avez dit. Quand je regarde un film, j'ai toujours envie que les plus démunis, le plus faible gagne parce que je pars du principe que si la vie t'a tout donné, tu n'as plus rien à conquérir. Et je pars aussi du principe que je veux voir réussir ceux qui partent avec un handicap. Parce qu'on va se dire, être orphelin en Afrique, c'est un méchant handicap. Pour certaines personnes qui nous regardent, ça peut paraître trivial. Il y a des systèmes, il y a des subventions, il y a des choses. C'est pas le cas ici. Et aider les plus faibles, les plus démunis, la veuve et l'orphelin, comme je dis souvent, comme c'est dit dans la vie d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me bouge personnellement. J'étais venu l'année dernière pour d'autres raisons. À côté, j'ai découvert l'orphelinat, mais je n'ai pas eu l'opportunité de le voir de l'intérieur. Et honnêtement, j'ai été très ému quand j'ai fait le jour parce que je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle de ce qui se passe autour de moi. Et en réalité, quand on entre dans celui-ci, on comprend à quel point Dieu est en contrôle. Dans le sens où c'est énormément de charges. J'ai rapidement discuté avec 2-3 personnes de votre organisation pour comprendre un peu les charges mensuelles. C'est énormément de gens qui donnent de leur temps bénévolement. C'est des gens qu'il faut continuer à motiver parce qu'ils ont leur fort réactif. Il faut les apports factures à payer. Donc, réussir à maintenir une organisation aussi complexe où est-ce que le service à offrir est de réparer des âmes et de élever des enfants à qui on a dit que tout était terminé afin de leur redonner un espoir, mais réussir à le faire avec si peu de moyens finalement parce que, au guide de ma connaissance, vous n'êtes pas milliardaire, vous avez mis vos propres deniers, des fois au détriment de votre propre aisance, au détriment de vos propres enfants, parce que vous considérez que ceux qui sont ici sont ils aux autres, hein, et les enfants. Et de la même manière que toute votre organisation, donc tout est puis vous ne voyez peut-être pas là, mais quand on a fait la visite, juste là, j'ai compté 5 à 6 personnes qui étaient là. On est aujourd'hui un vendredi. On est vendredi après-midi. À cette heure-ci, la plupart des jeunes sont en train de préparer pour aller en boîte de nuit, pour aller boire la bière, pour passer du temps avec leurs copains ou leurs copines. Et on a ici des jeunes qui ont décidé d'investir de leur temps pour venir vous aider aujourd'hui. Et ça, c'est que ce que moi, je vois aujourd'hui, mais ils sont là toute la semaine et tous les week-ends. Et pour moi, c'est ça c'est le signe d'un vrai leadership, une capacité à communiquer une vision et une capacité à rallier du monde autour, mais surtout à les driver au quotidien. Parce que c'est facile d'avoir la vision, mais la différence se fait dans l'exécution. C'est vrai. À mon avis, ce que je voudrais qu'on discute, c'est un peu la répétition. Je pense que tout le monde conviendra que l'exécution est très difficile. Euh, et vous ne seriez pas en mesure de le faire si vous n'aviez pas une vision, comme on dit en anglais, vivid. S'il n'y avait pas une vision qui était vraiment forte, brûlante, ardente dans votre cœur. C'est quoi votre vision? On va mettre de côté le petit prince. On va regarder beaucoup plus large. Justement, la question que je viens de poser à mes clients dans les autres activités, quand je leur vais permettre de rêver, d'oser, on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est d'oser, de ne pas se limiter, de ne pas avoir de croyances limitantes, de ne pas se dire que je ne suis bon que à ça, mais plutôt de se libérer, de se lâcher. Euh, et je vous passerai la parole tout à l'heure, mais il y a une phrase qui m'aide pas à me motiver quand je vais mal, qui est, je me souviens de son prénom, mais c'est une phrase qui a été dite dans le film Coach Carter, où est-ce qu'il dit notre plus grande peur en tant qu'humain n'est pas de savoir qu'on est incapable. Notre plus grande peur est de savoir qu'on n'a aucune limite à ce qu'on doit accomplir. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu qui sont amenés à vriller. Et ce que j'aimerais comprendre de votre part, c'est quoi cette vision que vous avez? C'est quoi cette mission que Dieu vous a donnée qui vous permet d'avoir l'ambition de ce que vous faites au milieu au quotidien avec toutes les difficultés qui viennent avec? Je crois que c'est toujours comme une graine qui est dans le cœur.
mais on a cette assurance qu'on a la capacité d'arroser, de faire pousser, de faire grandir et on est sûr d'aller plus loin avec. Une vision, lorsque nous l'avons, c'est pas pour nous-mêmes. On a une vision, on est sûr de quelque chose on ne voit pas. On cherche pas d'abord les moyens qui vont nous emmener, mais il y a quelque chose qui brûle dans le cœur, mais on a déjà l'impression de l'avoir réalisé. Et cette vision, elle est précise dans mon cœur que ma vie, elle n'a de sens que si je donne la vie à d'autres. Ma vie, elle n'a de sens que si je partage ce que j'ai. Ma vie, elle n'a de sens que si je prends quelque chose qui est desséché, que j'arrose et que je lui donne vie. Et je pense que la vision, c'est quelque chose qui ressemble à la folie parce qu'on est compris de personne. On y va et les gens me demandent, mais quand tu fais ça, tu comptes sur quoi? Mais je compte sur le rêve qui est dans mon cœur, la passion qui calcine mon âme et puis j'avance. Et quand j'avance, j'ai comme l'impression que les moyens se convergent vers moi. Je ne sais pas trop, parfois, quelqu'un peut apparaître ou une situation ou une idée où on va faire un potager, où on va vendre quelque chose, où on va faire quelque chose. Et puis, je vois que les moyens qui sortent de là m'emmènent à avancer. L'équipe ne peut pas avancer s'il ne te voit pas toi agir et puis te voit déterminé et il voit des résultats. Et je crois que cette équipe m'a fait confiance parce qu'elle voit les résultats. J'ai un esprit de partage. Il n'y a rien que je garde pour moi-même. C'est pour nous tous. Et puis, j'ai un esprit de détermination et un esprit de conviction totale et une passion. Cela est né depuis mon enfance lorsque j'ai vu que je pouvais faire du bien autour de moi et ça faisait plaisir à des vieilles personnes et tout. Et moi, quand j'étais enfant, lorsqu'on manquait de tout, le peu de repas qu'on avait, je regardais mes petits frères et sœurs. Si je sens, je ne mange pas avant. Si je sens qu'ils sont pas rassasiés, je prends, je partage à tout le monde et je dors le ventre vide. Et je pense que si on est capable de se priver pour les autres, on peut aller plus loin. C'est ça ma vision. Et mes sœurs me l'ont répété. Ma petite sœur, la maman de Tanguy, elle me l'a répété. Tu te souviens, il n'y a même pas 3 mois, elle m'a répété. Quand on n'était pas rassasiés, tu prenais ton repas, tu nous partageais à nous tous, tu nous regardais et tu dormais le ventre vide. Je pense que quelqu'un qui n'est pas capable de se priver pour les autres, il ne peut pas nourrir une vision. Parce qu'une vision demande de privation, le désert, la soif, la famine, les intempéries. Mais ne pas vouloir reculer, c'est avoir une vision. Quelqu'un qui a la vision ne recule pas. Parce que j'ai un jour dit à mon équipe, ma première équipe qui m'a abandonnée, j'ai dit, vous êtes libre de partir, mais si je suis seule, je continuerai encore. Et quand j'ai dit je continuerai encore, 2 personnes ont suivi. Pasteur Simon, je te remercie et Eric de m'avoir fait confiance. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné d'autres personnes qui m'accompagnent. Je n'ai jamais regardé ni à l'argent, ni au matériel. J'en ai besoin. Mais je ne pense pas que je me nourrirais tout seul de 5 congélateurs remplis ou avoir 15 voitures pour moi seul. Si ça ne doit pas aider les autres, si ça ne peut pas aider d'autres personnes qui n'en ont pas, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que je bâtis les cœurs. Je suis le chef d'entreprise qui bâtit les cœurs. C'est là mon entreprise. Et ce qui m'a choqué, genre, je n'ai pas trop les larmes aux yeux, c'est justement votre parcours de chef d'entreprise. On ne pense pas initialement, quand on regarde un orphelinat, que c'est une entreprise, mais j'ai vraiment développé le côté entrepreneur sur les dernières années à travers des épreuves, à travers ce que des gens appellent les échecs, mais que j'appelle des expériences. Et ce qui me frappe chez vous, c'est justement en fait, vous avez tous les traits des plus grands entrepreneurs que j'ai côtoyés d'abord. Puis marrant, quand je dis des grands entrepreneurs, c'est des gens qui vont générer 10 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires. Des gens qui vont générer 5 millions par mois de chiffre d'affaires. Il y a quelques points communs avec eux que vous avez, c'est que c'est impossible que ça ne marche pas. Genre, tout à l'heure, on parlait, puis s'il y a 10 portes,
vous allez frapper sur chacune des portes. Et s'il n'y a pas ce que vous voulez derrière la 10e, vous allez en créer 11e, une 12e, une 13e. Donc, c'est vraiment cette abnégation, cette folie. Parce qu'on va se lier certainement dans ce qu'on fait. Les gens autour de nous ne comprennent pas. Et j'irai même plus loin, et je tiens à le dire. Quand je me suis lancé dans mes entreprises, ma femme ne comprenait pas ce que je faisais. Elle m'a toujours soutenu, mais elle ne comprenait pas. Parce que ça ne faisait aucun sens pour elle que j'abandonne un certain confort qui était très bon pour aller vers une incertitude. Mais ce confort ne me permettait pas de devenir la personne que je dois devenir, la transformation dont on parlait tout à l'heure, qui est indispensable pour que j'obtienne le résultat que je veux. Et cette folie-là, je la vois en vous. Honnêtement, je suis quelqu'un de chiffres. Je vois comment vous gérez cette organisation. J'ai peur. Quand je dis que j'ai peur, pas parce qu'il y a des problèmes, loin de là, mais j'ai peur parce que la, la, l'abnégation avec laquelle vous avancez dans un objectif dont vous êtes tellement convaincu, mais qui n'est pas encore là, avec une certaine foi, je, je dis souvent à mes proches que ma force, je la tire dans les recoins les plus sombres de ma vie, dans ce que j'appelle le darkness. Et c'est une abysse, pour moi, ce n'est pas encore à nouveau quelque chose de négatif. Dans la Bible, on a jeté des gens dans les cachots profonds au sol et c'est dans des fournaises, et ce qui leur a permis de devenir les personnages qu'on connaît aujourd'hui. Et pour moi, tu dois passer à travers cette douleur, cette obscurité, cette incertitude, ce désert. When I walk in the valley of the shadow of fear no evil. C'est dit en anglais, quand je marche dans la vallée du désespoir, je n'ai peur qu'un démon. Et je pense qu'au contraire, il faut passer à travers cette vallée-là pour obtenir quelque chose, pour devenir quelqu'un. Mais David dit, tu es avec, donc Dieu. Et c'est ce que je vois en vous, au fait, c'est cette abnégation. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Puis la troisième chose que je vois en vous qui m'impressionne, c'est la conviction que vous avez que votre objectif va se réaliser. On dit souvent que la parole est créatrice. On dit souvent qu'il faut visualiser ses résultats. Il y a quelques semaines, je parlais à quelqu'un me disant, tu veux obtenir quelque chose, je commence par l'écrire sur une feuille et chaque matin, tu vas lire cette feuille-là. Et je te garantis que la question n'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand ça va arriver. C'est juste une question du timing de Dieu, parce que ça va forcément arriver. Et c'est ce que je vois en gros aussi, c'est que vous avez une confiance aveugle, quelque part, même en anglais, on dit delusional, ça veut dire une confiance, c'est comme si vous viviez dans un monde parallèle de division, mais c'est le monde dans lequel vivent tous les grands entrepreneurs, ceux qui arrivent à construire quelque chose, que ce soit de créer un produit qu'on vend, que ce soit d'offrir un service révolutionnaire, ou encore, comme je vous le fais, qui est de guérir les arts. Et pour ça, je me vraiment vous applaudir parce que personnellement, j'ai vu des grands dans ce monde. On m'a dit, j'ai vu des grands, et je ne vous dis pas ça parce que vous êtes ma tante, j'ai vu des grands dans ce monde qui avaient une folie, qui avaient vraiment une folie. Donc, quand on les voit, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es malade? Mais c'est justement là-dedans qu'ils ont accompli les grandes choses. C'est parce qu'ils ont vu ce que les autres ne croyaient pas, qui leur a permis de faire ce que les autres ne faisaient pas, et par conséquent, qui leur a permis d'obtenir ce que les autres n'obtenaient pas. Et quand on parle d'obtenir ici, moi, je me parler vraiment de ce rêve que vous avez. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est une vision. Si j'avais une baguette magique, et maintenant, je vais la trouver, cette petite baguette magique pour vous. Je vais la trouver. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, si je fermais les yeux, comment vous vous imaginez dans 5 ans, 10 ans, votre mission, à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond? Puis quand je visualise les choses, moi, j'ai besoin de... Quand je sens des odeurs, quand je visualise, je vois, je touche, c'est comme si je déclarais que le futur était déjà dans le présent. C'est comme si j'y vivais actuellement. Et je suis très clair par rapport à mon avenir. Mais ce que j'aimerais qu'on partage avec notre audience, c'est si vous étiez Maman Ogui dans 5 ans, on va même pas aller à 10 ans, on va aller dans 5 ans. Maman Ogui dans 5 ans, qui a accompli la mission qu'elle s'est donnée d'accomplir avec le MSN. À quoi ça ressemble? C'est quoi comme odeur? Ça, c'est quelle couleur? C'est où? Allons vraiment dans le descriptif très profond pour que les gens puissent comprendre au fait la beauté de votre femme, mais aussi la profondeur de votre désir, mais aussi la force de votre ambition et la justesse de votre vision. La vision, c'est de voir un endroit immense, comme à partir de 2 hectares ou plus, de voir un lieu où des enfants seraient heureux, comme des princes, des princesses. Et puis, de voir un centre médical s'occuper d'eux, de voir un endroit, une école où les enfants sortent de là. Ils n'ont pas besoin de marcher sous le soleil ardent et
et de prendre des risques avec des inondations quand il y a la pluie et de les voir partir dans sortir de cette école et de revenir manger, de trouver des beaux lits, des beaux draps, des conditions de vie formidables et d'avoir des personnes qui sont quand même assez rigoureuses, mais aimantes, en train de les former, de les enseigner, de les emmener à monter plus haut et de voir également des endroits où l'élevage se fait, où il y a des enfants qui vont rêver de faire de l'élevage, de voir un potager, de voir des vergers, de nous voir fabriquer des vrais jus naturels bio, de nous voir sortir du lait de notre élevage, de nous voir fabriquer je sais pas, du jambon, des pâtés, des choses. Et puis, je vois des véhicules et puis je vois des cars qui les emmènent s'amuser. Je veux voir des enfants qui jouent. Je veux voir des terrains de basket, de foot, de tout où les enfants, ils ont envie de se défouler. Je vois la beauté et je vois ces enfants qui sortent et qui vont avec moi visiter les prisonniers avec des objets de leur élevage, de leur poulailler, des fruits, des vergers où on va visiter des prisonniers, des personnes en détresse. Je vois également ce rêve qui est imminent après avoir prié à Bengourou avec des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui maintenant sont prêts de me demander, maman, on veut travailler, on veut avoir un diplôme, on veut être valorisé. Les gens nous ont appelés des microbes, mais tu nous as dit qu'on a des valeurs. Je veux entendre plusieurs enfants crier ça. Et je voudrais voir des jeunes filles mères abandonnées. Je veux les voir se mettre en coopérative, être autonomes et aussi scolariser leurs enfants. Je veux voir des vieillards être dans de belles maisons et pouvoir mourir, mais décemment. Je veux voir, mais je vois déjà. Moi, je vois déjà. Je vois déjà. Je vois et je le vois. Je vois. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci. Merci de m'avoir permis d'exprimer ce qui est dans mon cœur. Mais c'est un travail qui demande, on vit la solitude. Mes larmes, c'est mon lit qui les connaît, ma douche aussi. Et quand je sors, je suis très forte pour les autres. Mais je connais des moments de larmes, d'émotion, de solitude, d'incompréhension. Et un témoignage, c'est que Noël arrivait et j'avais préparé quelque chose et Toussaint, le directeur, il est venu me trouver et dit, maman, il nous faut de l'argent, c'est pas possible. On n'a pas d'argent, comment on va faire? Les enfants ont commandé des chaussures. Et je lui ai dit, chaque enfant qui a commandé une chaussure aura ses chaussures. Et puis, il m'a dit, mais il n'y a pas d'argent pour la nourriture, pour le repas. J'ai dit, non, Noël, c'est pour que toute la famille EMSF se retrouve. Ceux qui sont sortis depuis reviennent. Même s'ils sont à l'intérieur du pays, ils reviennent. Et j'ai dit, assieds-toi, on va prier. Seigneur, je te bénis parce que tu as déjà entendu le cœur des enfants. Tu dis que tu es le père des orphelins et je le crois. Maintenant, ils ont leurs chaussures, nous avons l'argent pour la noce. Et tout ça sort, me laisse dans le bureau. Quand il est sorti, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui dit, monsieur, venir, c'est l'orphelinat, non? Bon, j'en ai quelque chose pour vous. On a regardé, c'était l'équivalent de 1000 euros. 1000 euros, plus de 1000 $ canadiens. Et puis, on a dit, bon, mais asseyez-vous parce que ici, nous faisons des bons de réception dedans. Et il dit, non, 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 vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, je suis emmenée juste comme ça. Même pas 5 minutes après la tuerie. Et j'ose croire qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous localise. J'ose croire qu'il y a une caméra dans le ciel qui voit ce que nous faisons. Moi, je ne fais pas pour être glorifié, mais je fais pour que mon cœur soit en paix. Et je crois que mon cœur, c'est l'endroit où réside le Seigneur. Donc, il voit tout ce qui est dedans. quelqu'un qui n'est pas entrepreneur ne comprendra jamais ce qu'on est de dire parce que entreprendre quelque chose, c'est aller à contre-courant, c'est vivre dans la solitude, c'est vivre dans l'obscurité, c'est vivre des moments très durs seuls que seul vous pouvez comprendre. Mais c'est aussi avoir une foi aveugle dans l'avenir qui fait que des fois, la question, ce n'est jamais vraiment
je pense que la plus grande erreur que font la plupart des gens, c'est de se poser la question du comment. Et c'est là qu'ils se paralysent. Ouais, mais comment je vais faire ceci? Mais comment je vais faire cela? Moi, mon approche, c'est toujours de dire, c'est toujours poser la question du qui. Et le premier qui auquel vous et moi on va penser, c'est d'abord Dieu. Et c'est lui ensuite qui va mettre devant nous des gens qui vont faire que des choses vont se passer. Normalement, en venant en Côte d'Ivoire cette année, je n'avais pas prévu de venir faire une interview avec. C'est juste que j'ai embauché Benji parce que je me suis dit, je vais le garder pendant 2 semaines. Je vais faire du contenu. Puis je me suis dit, mais tant qu'à faire, en étant ici, on va donner la visibilité sur ce que vous faites au quotidien. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on est en train de faire cet épisode que je sais va toucher un grand nombre de personnes. Et s'il ne le fait pas, je vais m'appuyer que ça va réussir à toucher beaucoup de personnes. Je pense qu'on a été très clair sur la vision. Vous avez beaucoup de choses en place. Il y a un point opérationnel ici qui est quand même important. Donc, on va se dire les ressources sont nécessaires. Et j'aimerais que ceux qui nous écoutent puissent venir vraiment vous aider dans vos différentes activités. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que je vais créer une page où est-ce qu'ils vont être en mesure de pouvoir justement on va créer votre site web, comme on l'a dit. Donc, je vois aujourd'hui l'engagement devant Simon qu'on va créer ce site web-là et je vais le partager sur tous mes réseaux sociaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi je vais créer quelque chose où est-ce qu'on pourra faire 3 choses, si vous me le permettez. Premièrement, sur cette page-là, ils vont pouvoir, premièrement, parrainer un enfant. D'accord? Donc, on mettra les différentes ressources sur le site, à quoi ça correspond un parrainage, qu'est-ce qui sera fait avec les revenus collectés, mais surtout, comment est-ce que nous, et je pense que ça c'est important, on peut mettre en place quelque chose qui va leur permettre d'avoir un retour, serait-ce une petite vidéo 1 fois par an qu'on a versé, qu'il y ait une communication dans les deux sens, que ce ne soit pas juste un parrainage où est-ce que on sort la carte de crédit, on donne de l'argent, on disparaît. On veut que ce soit quelque chose. Si quelqu'un souhaite le faire ainsi, tant mieux pour lui. Mais nous, ce qu'on s'engagera à faire, c'est lui donner la possibilité d'avoir un retour sur ce qu'on a fait avec son argent. Et il le souhaite. On ne va pas le forcer, mais s'il le souhaite, on en créera cette possibilité-là. Donc, le premier élément, ce sera la possibilité de parrainer un enfant. La deuxième possibilité, ce sera de pouvoir participer aux charges de l'orphelinat. Donc, on définit ensemble le montant quand on va monter la page, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, que vous le sachiez, si vous le permettez, je le dis à la caméra, c'est qu'on parle ici à peu près de 800 000 par mois en termes de loyer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 000 $ canadiens. C'est énorme en termes de charges. Énorme. Pour une entreprise qui est autofinancée par la fondatrice, sans subvention du gouvernement et qui dépend principalement de bénévoles qui donnent leur temps et de donateurs qui donnent de leur argent. Donc, si vous sentez une âme de participer de proche de loin à ce projet, vous aurez un deuxième bouton où est-ce que vous serez en mesure de plutôt participer aux charges de l'orphelinat, si vous ne souhaitez pas parler directement à l'enfant, mais plutôt participer aux charges générales. Et le troisième élément que je vais mettre en place sur cette page-là, c'est de pouvoir participer à la vie. Pouvoir constituer un fonds dans lequel on va être en mesure de commencer à financer ou à collecter assez de fonds pour lancer ce projet qui va vous permettre de déménager d'ici, de créer un centre beaucoup plus grand avec toutes ses composantes, que ce soit les femmes qui sont, aider les femmes qui sont mères monoparentales, jeunes, rejetées par la société, que ce soit les enfants qui sont en difficulté avec la loi, qu'on appelle des microbes, que ce soit des enfants orphelins ou des personnes âgées. Un peu cette ville que vous voulez créer ou est-ce qu'on aura comme mission de penser les cœurs ou penser les arts? Ce sera les 3 éléments qu'il y aura dessus. Moi, que je m'engage personnellement aussi à faire, un moment, j'aimerais faire une contribution. J'aimerais, si vous nous permettez de le faire, de participer à hauteur, premièrement, d'1 million francs CFA à l'orphelinat de façon générale. Mais je vais aller plus loin. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est que pour chaque centime, dollar, euro qui sera donné à travers ces différents éléments-là, j'aimerais pouvoir en plus matcher cette contribution jusqu'à hauteur de 5 millions, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo, donc là, mon équipe est en train de travailler dessus. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu de faire. Mais là, on va demander à l'équipe de construire cette page-là où est-ce que vous allez avoir l'opportunité justement de pouvoir participer à ce projet et redonner de l'espoir non seulement à ces enfants-là, mais aussi de donner de la force à la personne qui porte cette vision. Maman, est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez dire pour finir, pour conclure ce notaire? Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont écouté et qui ont suivi cette vidéo.
de vous dire que on ne prévoit pas d'être orphelin. Ces enfants ne sont pas des maudits, comme on dit en Afrique ici, mais ce sont des enfants qui sont remplis de potentialités et nous allons creuser ces potentialités ensemble. Ici, dans nos pays francophones, les enfants passent par le désert et meurent en route. Nous voudrions leur prouver que l'Afrique est belle et que nous sommes prêts pour eux. Nous voudrions leur dire qu'ils ont des capacités pour se bâtir et bâtir les autres aussi et bâtir l'Afrique. Je voudrais vous dire un grand merci de prêter attention à ce que mon cœur ressent, mais qui ne trouve pas de mots à dire. Parce que c'est un travail de sacerdoce, un travail d'engagement, de fidélité dans l'engagement. J'ai 67 ans et pourtant je me vois toujours comme si j'avais 27 ans à chaque fois que je pense à un enfant qui doit sourire demain. Et vous, qu'en pensez-vous?